Chers amis, bonjour et merci d'être avec nous cet après-midi pour ce 30e dimanche de Souria Hurria, organisé cette fois avec nos amis de l'IREMO, l'Institut Recherche et Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, pour parler des attaques chimiques en Syrie. Nous avons invité M. René Bachmann, qui a mené une enquête très sérieuse et rigoureuse auprès de scientifiques syriens ayant travaillé pour la constitution du complexe militaro-scientifique en Syrie depuis l'an 2009, avec des révélations extrêmement intéressantes, douloureuses, sur les usages prévus déjà par le régime syrien de ce complexe scientifique militaire. Donc je vais laisser la parole, nous avons pris un peu de retard, je vais laisser la parole à M. Bachmann, qui est journaliste à Mediapart, que vous connaissez bien, auteur de plusieurs livres, dont un célèbre sur la Palestine, le mur. Et ensuite, je passe la parole à M. Salam Kawakbi, que vous connaissez, chercheur en sciences politiques, ancien directeur adjoint de l'initiative de la réforme. Voilà. Donc, René, c'est à toi. Et s'il y a des photos, comme j'ai dit, on peut les passer ici si tu as un... Bon, si c'est nécessaire, je ne sais pas. Bonjour. D'abord, je dois m'excuser pour être un peu en retard. J'ai l'habitude de circuler à vélo. Comme j'avais peur qu'il pleuve, j'ai pris les bus. Et je ne vous conseille pas de prendre le bus un dimanche. Bon, maintenant que je suis là, merci Farouk, merci à vous tous de m'accueillir. C'est vrai que j'ai mené, au début de cette année, vers le mois de mai, par là, avril-mai, une longue enquête parce que j'avais les moyens, on m'avait signalé l'existence à Paris et dans d'autres pays d'Europe d'un certain nombre de scientifiques syriens qui avaient décidé de quitter la Syrie, et dont plusieurs avaient travaillé au CERS, au Centre d'études et de recherche scientifique syrien, et dont l'un d'entre eux avait été l'un des patrons, l'un des responsables de la branche de fabrication des armes chimiques de ce centre. Donc après un peu de complications sur lesquelles je passerai parce que ce n'est pas le lieu ici, de toute façon c'est jamais le lieu en public, j'ai fini par trouver ces gens, notamment trouvé par celui qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire celui qui était dans un poste de responsabilité très important la branche qui fabriquait les armes chimiques. Ce garçon avait fait une partie de ses études en Europe, une bonne partie en France, et il avait fait une carrière qui était tout à fait typique de la manière dont Hafez el-Assad, le père de Bachar, recrutait les gens pour travailler au CERS. C'est-à-dire qu'il avait été repéré dès le lycée parce qu'il était un type brillant, notamment dans les matières scientifiques et mathématiques. On l'a donc encadré dès ce moment-là. On l'a sollicité pour venir travailler dans une université. On lui a proposé de lui payer ses études dans un pays étranger où il ferait le diplôme qu'il aurait envie de faire, en restant dans le domaine des sciences, ce qu'il a accepté. Et quand il est rentré, le diplôme accompli, il avait plusieurs sortes de diplômes, notamment un diplôme assez élevé d'études en matière de chimie organique. On lui a proposé de rentrer dans ce service qui fabriquait des armes chimiques. Et il en est devenu relativement vite le directeur. On lui a fait valoir à ce moment-là, je précise qu'il est musulman, mais qu'il n'est pas alawite, il est sunnite. Et on lui a fait valoir à ce moment-là que le développement d'une arme chimique, ou de plusieurs armes chimiques propres à la Syrie, serait absolument capital pour le gouvernement syrien, parce que Israël ayant la bombe atomique, il fallait trouver le moyen de dialoguer un jour éventuellement avec Israël, ne serait-ce que pour récupérer le Golan. L'argument qu'on lui a servi, d'après ce qu'il m'a raconté, l'argument qu'on lui a servi, c'est qu'Israël ayant une force démesurément plus grande que celle de la Syrie, notamment à cause de l'existence de l'arme nucléaire, la Syrie ne pourrait pas discuter avec Israël s'il n'y avait pas des armes, disons, convaincantes au niveau de rapport de force. Et qu'il fallait donc que la Syrie se dote face à Israël d'une arme chimique très convaincante,
Et l'arme chimique dont on lui a parlé, c'était le sarin qui avait été inventé dans les années 30, à la fin des années 30 en Allemagne, par des chercheurs de Ege Farben, qui se sont rendus célèbres à cette époque par d'autres choses immondes. Il a accepté, comme un patriote syrien, je dirais, c'est l'argument qu'il m'a fait valoir, et donc il a commencé à travailler à la fabrication du sarin. La Syrie, à ce moment-là, disposait d'un tout petit peu de sarin, parce qu'elle en avait reçu de la part de l'Égypte, qui lui avait donné quelques réserves de sarin, après la guerre de 73. Mais Hafez el-Assad, comme vous le savez, était un garçon qui n'aimait pas dépendre de qui que ce soit, notamment de ses amis arabes, je dirais peut-être même surtout de ses amis arabes, et donc il a décidé qu'il fallait essentiellement se doter d'une arme chimique syrienne, fabriquée en Syrie, uniquement par des Syriens. Donc ce garçon et d'autres, avec lui, d'autres scientifiques que j'ai rencontrés, ont travaillé à partir de ce moment-là à la fabrication de cette arme spécifique. Ils ont développé un mode de fabrication du sarin. Ils sont retournés d'abord, dans un premier temps, dans les pays où ils avaient fait leurs études pour les approfondir dans le domaine des recherches, de ces recherches-là sur les neurotoxiques. Et ils ont tous eu le droit d'y travailler pendant des mois. Lui, par exemple, il est allé en Allemagne, d'autres sont allés en URSS, à l'époque c'était l'URSS. Et ils sont revenus avec des techniques nouvelles. Ceux qui sont allés en Allemagne sont revenus notamment avec la certitude qu'il fallait acheter du matériel chimique allemand. Je ne parle pas là des produits qui servent à fabriquer les gaz, je parle des produits qui servent à l'ingénierie des gaz, c'est-à-dire les cornues, les tubes, les réservoirs, toutes ces choses-là. Tout ce qui est technique dans la fabrication des gaz. Ce qui est, chimique dans la fabrication des gaz, ça venait de Russie et d'Arménie. Et ils ont commencé à bâtir donc un premier laboratoire, puis un deuxième, puis à développer un procédé technique pour fabriquer le sarin. Ce procédé technique est typiquement syrien. Ils ont utilisé deux choses qui n'existent nulle part ailleurs chez les fabricants de sarin qu'en Syrie. Un, c'est une espèce de produit qui sert à atténuer une réaction qui paraît trop violente et qui rend la fabrication du sarin incontrôlable. Ils ont trouvé un système. Ils ont inventé un produit qu'on ajoute dans les cornues au moment où on fabrique le sarin, qui permet de calmer, si je peux dire, la réaction. Le deuxième produit, c'est un produit qui est le résultat du début de la synthèse et qu'on retrouve ensuite dans les résidus du sarin. Ces deux produits, je vous raconte cette histoire, ces deux produits ont une importance capitale parce qu'ils identifient de façon certaine le sarin qu'on utilise comme du sarin syrien. Aucun autre pays sur la planète ne fabrique du sarin avec cette recette. Donc dès que vous trouvez soit des traces dans le sol, soit des traces dans les urines ou dans le sang ou dans l'organisme d'une personne qui a été victime du sarin, portant ces deux éléments, on est sûr que ce sont des éléments qui viennent du sarin syrien. C'est ce qui a permis notamment aux Français, dès le mois d'avril, quelques jours après l'attaque de Rancheroun, de dire, voilà, les avions qui ont bombardé, c'était des avions syriens, ils ont bombardé avec du sarin syrien, fabriqué en Syrie par des Syriens. Et les autres ont mis du temps à s'en rendre compte, mais les autres n'avaient pas le même moyen de s'en rendre compte. Les Français ont pu être aussi affirmatifs parce que le chercheur en question est ici, en France, et qu'il a raconté ce qu'il savait. Il a été, évidemment, comme vous en doutez, avant d'entrer, d'être admis à rester ici, on lui a vidé le disque dur, comme on dit, et il a été admis à raconter tout ce qu'il savait. Il a livré tout, y compris ce secret de fabrication du sarin syrien, qui est une chose extrêmement précieuse. C'est un secret très très précieux, parce qu'il permet d'identifier avec une certitude absolue l'origine du sarin. Je voudrais vous dire d'autres choses sur la manière dont les Syriens, à partir de ce moment-là, ont utilisé le sarin. On croit en général que le sarin était destiné à être utilisé pour des conflits extérieurs. La réalité, l'actualité nous a montré que ce n'était pas vrai. Cela, ça a été évident d'en raconter d'ailleurs le témoin en question à partir de 2009, c'est-à-dire bien avant, 2 ans avant l'explosion de la révolte populaire en Syrie. Pourquoi ? Parce qu'en 2009, les dirigeants syriens se sont rendus compte qu'il se passait en Iran des événements considérables qui mettaient le régime iranien en danger, estimait-il, et ils voulaient à tout prix essayer d'éviter que la même chose puisse se produire en Syrie. Donc les patrons du CERS ont convoqué les responsables de la fabrication des armes chimiques et leur ont demandé de prévoir des armes qui pourraient être utilisées à domicile.
et de prévoir des munitions qui pourraient être utilisées à domicile. Ils ont été un peu interloqués en disant mais c'est pas pour ça qu'on nous a demandé de fabriquer du gaz. On nous a demandé de fabriquer du gaz pour fournir une réponse potentielle à Israël. Et là, vous nous dites que ça c'est pour utiliser contre nous. C'est pas très raisonnable tout ça. Et le type avec qui j'ai parlé, le principal type avec qui j'ai parlé, qui était l'un des responsables de cette fabrication, à ce moment-là, est allé voir le responsable de son unité, des Mukhabarat, parce que tout ça était sous le contrôle des Mukhabarat, notamment les Mukhabarat de l'aviation. Et il est allé voir son responsable des Mukhabarat, il lui a dit, écoute, il y a un problème, on nous demande maintenant de fabriquer des munitions, c'est-à-dire des obus, des roquettes, des grenades de petite dimension, donc destinées manifestement à un usage interne, c'est clair. Et ça nous pose un problème. Le type a dit ferme ta gueule, celui qui a donné l'ordre, ce n'est pas n'importe qui, c'est le président lui-même. Donc soit tu obéis, soit ta vie est en danger. Donc il a continué de travailler sur ce sujet, mais on commençait à se poser de graves questions sur la possibilité ou non de s'en aller. Et puis est arrivé, disons, ils se sont écoulés à peu près entre un an et demi. Et il a continué à travailler là-dessus. Il avait des chercheurs qui cherchaient le moyen de réduire la quantité de composants qu'il faut pour fabriquer du sarin, pour le faire tenir dans des petites bouteilles ou dans des petits éléments. Et puis en 2011, après, d'ailleurs il y a un moment qui a été caractéristique, c'est la défection du premier officier de l'armée. Je ne sais pas exactement à quelle date c'était, mais ce moment a été considéré par les dirigeants syriens comme un moment clé. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit qu'il fallait vraiment passer à l'offensive de façon sérieuse et de façon énergique. Et à partir de ce moment-là, ils ont demandé que des stockages de sarin et des moyens de transfert du sarin dans des projectiles soient installés sur 7 bases aériennes. Donc la personne qui m'a parlé a été convoqué, on lui a expliqué qu'il fallait faire ça, il a demandé si on aurait les moyens de fabriquer le matériel adéquat, parce que c'est très compliqué. Le sarin est un produit très très instable, et même les deux composants essentiels du sarin, parce que jusqu'au moment où on le met dans les obus ou dans les bombes, il est composé de 2 composants essentiels qui sont instables tous les deux. L'un un peu plus que l'autre, mais en tout cas tous les deux. Ce qui fait qu'il est d'ailleurs... Quand on vous dit que le sarin peut être produit par le bombardement d'un site de la rébellion sur lequel il y aurait des stockages d'éléments composites du sarin, c'est bidon, c'est absolument bidon. On peut bombarder 50 fois des sites de sarin non réunis sans que ça devienne du sarin. C'est simplement les deux composants brûlent ou se décomposent sans devenir du sarin. Pour devenir du sarin, il faut qu'il soit assemblé dans une certaine pression, à une certaine température, dans un objectif, dans un projectile défini. On lui a demandé donc d'équiper 7 bases aériennes. Et il s'est rendu compte à ce moment-là que les 7 bases aériennes en question étaient toutes des bases aériennes qui disposaient de pistes trop courtes pour qu'on puisse y faire décoller des Sukhoi ou des MiG. Donc des avions qui pourraient bombarder l'extérieur. On ne pouvait y faire décoller que des hélicoptères. L'un d'entre eux était même à peu près à portée de canon de la frontière israélienne. Et il a dit, écoutez, il y a un problème pour moi, c'est que vous êtes en train de me faire du matériel qui sera utilisé, évidemment, contre la population syrienne. Il n'y a pas d'autre explication. Si vous me faites installer des systèmes de production du sarin dans des bases aériennes qui ne sont que pour les hélicoptères, on ne va pas aller attaquer Israël avec des hélicoptères. Hein. On va donc bombarder la population avec des hélicoptères. Et on va les bombarder avec du sarin. Et à ce moment-là, on lui a dit, écoute, tu fermes ta gueule ou tu t'en vas, mais si tu t'en vas, tu es mort et ta famille aussi. Donc il a continué à travailler tout en pensant à partir. À partir de ce moment-là, il n'a plus cessé de penser à partir. Et dès qu'il a pu partir, il l'a fait. C'est comme ça qu'il a raconté tout ce qu'il a raconté au service secret français. C'est comme ça qu'il m'en a raconté un petit peu moins probablement, mais qu'il m'en a raconté pas mal aussi. Ce qu'il faut savoir sur le sarin, mis à part le fait que c'est, comme je vous ai dit, un gaz très instable, c'est qu'il est très difficile à fabriquer. Quand on veut mettre du sarin, par exemple, dans un missile ou dans une bombe, il faut apporter les 2 composants du sarin la veille ou l'avant-veille du jour où on a l'intention de l'utiliser, parce que si on le fabrique trop longtemps à l'avance, il se décompose, il risque de faire explosion. Si on veut l'utiliser, donc il faut apporter les 2 éléments la veille ou l'avant-veille, et quelques heures avant le décollage de l'engin ou la mise à feu du missile ou de la roquette qui va le contenir, il faut remplir le récipient qui va le contenir. Le récipient qui va le contenir, il est en général composé de deux parties, avec une paroi qui sépare les 2 parties. Dans la première partie,
on met l'un des deux composants. Dans la deuxième partie, on met le deuxième composant. Et quand les deux composants sont dans l'engin, si c'est une bombe par exemple, il y a une petite manivelle au bout, on tourne la manivelle, elle crève la paroi centrale, les deux parties se réunissent et le sarin existe. Si c'est un missile, il y a un autre système avec une clé, on casse à l'intérieur la paroi centrale et également le sarin se réunit. À partir de ce moment-là, on a du sarin. Mais il faut s'en servir dans les 48 heures ou dans les 72 heures au grand maximum, sinon on ne peut plus répondre de rien. Et ceux qui utilisent le sarin le savent très bien, ils font tout ça avec des masques, ils font tout ça sous une atmosphère avec une température donnée, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, pour mesurer l'utilisation, les conditions dans lesquelles le sarin est utilisé, c'est que, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, moi le premier, le sarin, c'est pas une arme extrêmement meurtrière. À quantité de tonnage égal dans une bombe, ça fait beaucoup moins de dégâts que du TNT ou un autre explosif chimique. Parce que ça a une importance, ça dépend, son utilisation dépend du vent, ça dépend de la chaleur, ça dépend de la température, ça dépend de la concentration de la population en dessous. Ça a un seul avantage, d'une certaine façon, du point de vue strictement militaire et cynique, c'est que quand vous bombardez quelque chose avec du sarin, vous ne détruisez pas les bâtiments, vous ne détruisez pas les installations, vous détruisez les personnes. Mais la capacité létale du sarin sur les gens est relativement faible, elle est puissante quand il est lancé, elle est puissante dans le rayon, disons, dans un rayon relativement ferme, petit, autour de l'endroit où la bombe ou le projectile tombe, et au-delà, elle devient très très faible, et en plus, elle se dilue avec le temps. Au bout de quelques heures, le danger du sarin disparaît, il reste des traces, mais il est plus dangereux pour la santé des gens qui sont autour. Donc ce n'est pas une arme de guerre, si je peux dire, ce n'est pas une arme militaire, c'est une arme de terreur. C'est-à-dire que quand on utilise des gaz, quand on utilise en particulier du sarin, ce n'est pas pour tuer, éventuellement ça tue des gens, bien entendu, mais ce n'est pas essentiellement pour tuer des gens, c'est pour répandre la terreur, c'est-à-dire pour faire en sorte que les gens qui sont ciblés par le sarin s'enfuient de là où ils sont. Ce qui a d'ailleurs relativement bien réussi en Syrie, parce que partout où le régime a utilisé du sarin et d'autres gaz, ça a été utilisé pour faire partir les gens, pour les faire fuir, pour les terroriser. L'utilisation du sarin a continué, disons, j'ai un document là qui est très intéressant, ça a été établi par les services secrets français, grâce aux informations recueillies sur le terrain, et grâce aussi à ce que les fuyards ont raconté à d'autres services et aux Français. C'est le nombre de fois où, depuis 2012 jusqu'à 2017, disons, oui, ça commence à 2012, la Syrie a utilisé des armes chimiques contre sa population. Il y a 130 occasions. À 31 occasions, il y a des allégations qui ne sont pas totalement assurées. Il y a 5 allégations certaines d'usage du sarin. Il y a 2 allégations très certaines de sarin par le régime syrien, mais pas aussi fortes que la première fois. Il y a 22 allégations d'usage du chlore. Il y a 3 allégations d'usage à l'hypérite dans cette période-là. Évidemment, il y a d'autres cas où des produits chimiques ont été utilisés, mais ils n'ont pas tous été recensés. En tout cas, ceux-là, c'est ceux qui représentent des certitudes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que une bonne partie de ces utilisations ont eu lieu avant le moment où il y a eu l'accord russo-américain, vous vous souvenez, en 2013, sur l'interdiction des armes chimiques syriennes, mais toutes les autres ont eu lieu après. Je veux dire qu'après la signature de cet accord, le régime syrien a continué d'utiliser des armes chimiques, pas forcément toujours du sarin, parfois du sarin, comme on le sait évidemment maintenant, mais il a continué d'utiliser des armes chimiques. Tout ça s'explique parce que quand il y a eu l'accord russo-américain, évidemment, les diplomates étrangers qui s'intéressaient à cette affaire, et surtout les scientifiques, ceux de l'Organisation internationale de l'interdiction des armes nucléaires, des armes chimiques, ont essayé de savoir quel était le montant des stocks d'armes chimiques que Bachar el-Assad possédait. Ils sont arrivés à un chiffre qui était absolument colossal, qui était de total de 1000 tonnes en 2011. Écoutez bien ça, sur ces 1000 tonnes, il y avait 700 tonnes de sarin, il y avait 100 tonnes de VX. Le VX, c'est un gaz asphyxiant, une sorte de lacrymogène beaucoup plus puissant que le lacrymogène. 263 tonnes de gaz moutarde. Le gaz moutarde, c'est l'hypérite de la guerre de 14, mais qui fonctionne très facile à fabriquer. Il y avait aussi pas mal de chlore en grande quantité, mais le chlore, on n'en a pas évalué la fabrication parce qu'on peut le produire n'importe quand, n'importe comment. Ça peut même s'acheter dans les drogueries. On utilise pour faire les projectiles au chlore le même type de chlore qu'on utilise pour les piscines.
Donc il suffit d'acheter dans n'importe quel pays des barils de chlore de piscine et ensuite avec une petite manipulation fabriquer du gaz utilisable dans des bombes. Il y avait aussi de la ricine. La ricine, c'est un gaz, c'est un neurotoxique qui est fabriqué à partir du ricin. Et ceux qui connaissent bien la Syrie, il doit y en avoir parmi nous, savent qu'il pousse pas mal de ricin du côté de l'Attaqué. On en trouve facilement. Tout cela permettait d'équiper 3000 bombes et une centaine d'ogives de scud. Les ogives de scud, ça contient quand même quelque chose comme 500 kg de gaz, hein, ou 500 kg d'explosifs. En l'occurrence, c'était du gaz. Il avait donc cet énorme dispositif à sa disposition. Après le passage des inspecteurs, la signature de l'accord, le passage des inspecteurs, les inspecteurs ont indiqué en 2014, c'est-à-dire la première année après, que 92% des produits chimiques avaient été sortis de Syrie et détruits. Il en restait donc à peu près 8%. Une partie de ces 8% était stockée dans des lieux précis que les inspecteurs connaissaient, mais dans lesquels ils n'avaient pas accès pour des raisons de sécurité. Parce que les inspecteurs sont audacieux, mais pas au point d'aller se faire tirer dessus par des obus. Et l'autre partie était cachée, avait été détournée par le régime de Bachar, sous prétexte, de faire des essais pour montrer aux inspecteurs comment les gaz fonctionnaient. Deuxièmement, il avait été détourné parce qu'on prétendait qu'il était resté dans des lieux qui n'étaient plus accessibles. La quantité qu'ils avaient gardée, quand même, c'est là-dedans qu'ils ont puisé pour bombarder les villages que nous connaissons. La quantité qu'ils ont gardée, qui doit être aujourd'hui à peu près équivalente, c'est 35 tonnes. Ils ont encore 35 tonnes de gaz de combat, et en particulier du sarin. Et c'est donc parmi ces 35 tonnes qu'ont été puisés ceux qui ont été utilisés à Khan Cheikhoun et ceux qui ont été utilisés récemment aussi contre des populations civiles. Je voulais préciser un point aussi qui me paraît important, c'est que la première fois que le sarin a été utilisé, ce n'est pas ce que nous pensons nous, ce n'est pas la Ghouta. Il y a eu une utilisation avant la Ghouta, mais les obus avaient été tirés, c'était pas des obus, c'était des roquettes, excusez-moi. Les roquettes avaient été tirées contre une zone qui ne contenait que très peu de civils, dans laquelle il n'y avait que des combattants. Et les diplomates étrangers, dans leur pusillanimité, ont considéré que c'était pas bien d'utiliser des gaz chimiques, mais n'ont pas fait. Il n'y a pas eu le même émoi qu'au moment où il y a eu le bombardement de la Ghouta. C'est pourquoi nous avons l'habitude de considérer que l'usage du sarin en Syrie a commencé avec le bombardement de la Ghouta. En fait, ils l'avaient utilisé avant, et ils l'ont utilisé, comme nous savons maintenant, après. Maintenant, avant de conclure, je voudrais vous dire deux mots de ce centre qui fabrique le gaz. Dès les années 70, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, Hafez el-Assad avait décidé qu'il fallait créer un centre, une espèce de complexe de fabrication des gaz, des projectiles, des obus, des systèmes de lancement. Il avait baptisé ce truc, c'est un centre d'études et de recherche scientifique, ça s'appelle comme ça ressemble un peu au CNRS, mais ça n'a pas grand-chose à voir. C'est un truc qui s'appelle donc le CERS, qui comprend 5 départements actifs. L'un, c'est l'électronique, donc bon, vous savez ce que c'est. Le deuxième, c'est la mécanique. La mécanique, c'est la fabrication des systèmes de lancement, des rampes de lancement, des équipements pour modifier, par exemple, des roquettes. Par exemple, les roquettes qui ont été utilisées à la Ghouta sont des roquettes de 122 mm classiques qu'on trouve partout sur le marché des roquettes, qui sont tirées par des systèmes de missiles multiples, ce qu'on appelait autrefois les orgues de Staline. Mais ces roquettes-là, les roquettes de la Ghouta et les autres qui ont été utilisées ensuite, ont été équipées d'un réservoir qui est placé au bout de la roquette, qui est beaucoup plus gros que la roquette elle-même, ce qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser dans un lance-roquette normal, parce qu'on ne peut pas empiler tout ça. Donc on a déployé pour ça une nouvelle stratégie, c'est la fabrication d'une sorte de rampe de lancement qui est fixée sur des camionnettes en général civiles, qui ressemblent un peu à des camions de chantier. On peut empiler pas mal de roquettes dans le camion, les poser sur la rampe de lancement, on la tire, le camion se déplace, il va ailleurs. Il est peint pas du tout de couleur militaire, il disparaît complètement dans la nature dès qu'il a fait usage de son matériel. Le troisième département, c'est le département chimie, ça je vous ai raconté à quoi il servait. Le quatrième département, c'est aviation et tout objet volant. Bon, la Syrie, c'est connu, n'est pas un grand producteur d'avions, mais elle est un grand producteur de missiles, certains dérivés de procédés utilisés en Iran, d'autres dérivés de procédés, disons, vendus par les Nord-Coréens, d'autres inspirés des Russes et d'autres développés par les chercheurs sur place.
Et à côté de ces 5 départements, il y a un autre département du même CERS qui s'appelle l'Institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie, ISST. Alors cet institut-là, c'est un institut, disons, plus civil, si j'ose dire, enfin, moins militaire que les autres, qui est censé servir de couverture scientifique à peu près raisonnable si des gens extérieurs s'intéressent au fonctionnement du CERS. Et il y a un 6e département qui s'appelle le projet 99. C'est le département qui produit les Scuds made in Syria, parce que la plupart des Scuds de la Syrie jusqu'à une période relativement récente étaient produits à l'extérieur, et les Syriens ont décidé qu'il fallait fabriquer leurs propres Scuds. Ils ont développé des Scuds eux-mêmes. Le CERS employait, en tout cas avant la guerre, à peu près 9000 personnes, dont 5500 étaient affectés à la production des missiles, des bombes et des roquettes, et 350 au département de chimie. Il y a une dernière chose que je vais vous dire, avant que je laisse la parole à mes voisins, c'est que c'est pour montrer à quel point, vous le savez, mais bon, c'est un détail qui nous donne une information supplémentaire, à quel point les militaires syriens qui s'occupent de ce genre de choses sont d'une inhumanité absolue. Un jour, le garçon avec qui j'ai parlé est allé visiter un centre de recherche qui était aussi un centre d'expérimentation. Et c'est dans le désert syrien, à peu près 2 heures de Alep. Et il a visité cet endroit, on lui a montré comment on faisait les essais, on lui a montré l'utilisation des hélicoptères pour lancer des grenades, etc. Et puis on lui a montré un bâtiment dont les fenêtres avaient des poignées à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Et il s'est demandé s'il y avait eu une erreur dans la fabrication. Il dit, vous travaillez n'importe comment, etc. C'est pas du bon boulot. Et on lui a dit, non, c'est pas du tout ça. Ici, c'est une pièce qui sert à évaluer le temps qu'il faut à quelqu'un qui a été soumis à différentes sortes de doses de sarin ou d'autres gaz pour mourir. Donc on les enferme là-dedans et on ouvre quand on juge le moment nécessaire d'ouvrir. Entre-temps, on a vu combien de temps il fallait, selon les doses, combien de temps ça prend, et selon les concentrations. Ça a servi pour le sarin, ça a servi aussi pour d'autres trucs. Il dit, mais attendez, qui étaient ces gens? D'où ils sortaient? Et on lui a expliqué que c'était des gens qui sortaient de la prison de Deir ez-Zor, notamment, et d'autres prisons dans lesquelles on avait mis des civils et des combattants. Il y avait aussi des civils. Il y avait même des détenus de droit commun qui étaient enfermés là-dedans. Je terminerai là-dessus pour que nous n'oublions pas à quel point nous avons affaire à une manière de travailler qui est inhumaine et sauvage. Voilà, je pourrais répondre à des questions si vous avez l'envie d'en poser. J'ai pas mal d'autres trucs, mais je ne voulais pas mobiliser la parole trop longtemps. Après, vous avoir fait tellement attendre. Merci. Merci beaucoup, René. On est secouru par toutes ces informations. Je vais laisser la parole à Salam Kawakibi, qui, en politologue, va reprendre un peu l'histoire, disons, qui a accompagné cet usage des armes chimiques en Syrie, notamment le gazage à la route 1 en août 2013, et la débandade internationale, après avoir considéré que l'usage des armes chimiques était une ligne rouge, comme vous savez, ce que d'ailleurs on a redit après Khan Sheikhoun, et maintenant avec cette enquête, avec les révélations, avec l'enquête qui a été publiée il y a 3 jours, le jeudi dernier, par une commission de l'ONU et l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, et dont le travail a été tout de suite mis en doute par les Russes, qui ont même voté contre la poursuite de l'enquête. Alors, à toi, Salam. Bon, bonsoir. Ça va être très difficile de parler après ce qu'on vient d'entendre. Ça me renvoie longtemps en arrière. Quand j'ai commencé à faire des études en France, je me suis inscrit à l'IEP d'Aix-en-Provence en 1993.
parmi les papiers qui étaient nécessaires pour mon inscription, un engagement à que mes professeurs et moi-même n'accèdent pas à des laboratoires chimiques où il y a des expériences ou des opérations délicates qui concernent la fabrication des armes chimiques. Et moi, j'ai été étonné parce que j'étais à Sciences Po, je n'étais pas dans une faculté scientifique appliquée. Et à entendre ce que je viens d'entendre, je crois que c'était la poudre aux yeux. Parce qu'on savait, notamment en France, ceux qui venaient pour être formés à fabriquer des armes chimiques, on savait très bien. Mais on demandait à des chercheurs en sciences politiques de signer des engagements comme quoi ils n'allaient pas essayer d'accéder à des laboratoires de recherche. Et j'ai jamais pensé à cela que maintenant. Parce que vous venez de dire que les services d'enseignement, ils ont tous ces détails. Et je pense qu'ils ne l'ont pas depuis aujourd'hui, ils l'ont depuis bien longtemps. Et c'est aussi une question importante pour ouvrir le débat sur la responsabilité des criminels cravatés. Pas des criminels seulement qu'on accuse, qui sont tout à fait déclarés, qui se reconnaissent en tant que tels, qui sont presque fiers de l'être, mais ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, qui savaient tout. Ils savaient tout sur ce qui s'est passé à Hama, qui savaient tout ce qui s'est passé à Palmyre. Entre guillemets, à Palmyre, dans les années 81-82, et là aussi, je pense que le lieu que vous venez de décrire, où on faisait des expériences, était lié à ces disparitions. En 81-82, il y avait, et excusez-moi pour la cruauté de mes propos, il y avait de l'arrivage hebdomadaire de 150 prisonniers. Alors il fallait libérer 150 places. Et les geôliers entraient dans les cellules, choisir les plus faibles, les malades, et ils les sortaient. Et nos amis prisonniers, anciens prisonniers qui ont survécu, nous ont raconté comment ils faisaient pour faire semblant qu'ils n'étaient pas fatigués quand il y a eu cette visite de la mort, de faire semblant qu'ils étaient très actifs, en force, mais quand même, il fallait choisir 150 personnes, et ces 150 personnes ne revenaient jamais dans les cellules. Et j'imagine qu'une partie d'entre elles allait dans cette chambre sans poignée et sans fenêtre. 2013, et comme vous venez de le dire, ce n'est pas la date du premier usage des armes chimiques, ni la dernière date. Et comme vous venez de le dire, et nous avons des amis officiers dans cette salle qui nous ont raconté aussi que les armes chimiques ont été toujours utilisées contre les rebelles, mais ça n'a pas suscité aucune réaction au sein de la communauté internationale. Et en plus, c'était très efficace contre les rebelles, et notamment les batailles de Hama, de la région de Hama. En 3 jours, on a pu faire reculer les rebelles qui étaient presque gagnants d'une manière très rapide. C'était les armes chimiques. Et les rebelles ne se sont pas équipés de masques à gaz. Et on n'a jamais voulu les équiper de masques à gaz. On leur a envoyé des bottes, des vestes, et dans les meilleurs des cas, des fusils, j'allais dire à pompe. 2013, si on veut, pas théologiquement, mais opérationnellement, revenir à l'origine de l'État islamique en Syrie, on peut avoir cette date comme date principale de leur présence presque en force, et leur domination et leur contrôle de certaines zones en Syrie. Bien entendu, l'État islamique existait avant, bien entendu, il venait de Al-Qaïda, bien entendu, les écoles théologiques existaient, et tout ça, mais août 2013, c'était appel d'offres à l'État islamique de venir s'installer
et de dire, en arrivant à convaincre certains, que vous voyez, personne ne se soucie de votre souffrance, personne, notamment le monde libre, se préoccupe de votre souffrance. Nous sommes les porteurs du salut, nous sommes les porteurs de la pensée salvatrice qui va vous sortir de toute cette souffrance, qui va vous donner la spiritualité, etc., etc. Ça marche. Ça marche dans certains milieux, et il ne faut pas reprocher à ces gens-là d'avoir cru un jour que c'était possible d'avoir une alternative à je trouve pas le mot, ce silence régnant dans le monde. Bien entendu, les défenseurs de la paix, ceux qu'on a vus manifester ces jours-ci, après le août 2013, que ce soit à Paris, à Londres, ailleurs, contre la guerre, parce qu'ils pensaient et spéculaient sur le fait que la France ou l'Europe allait faire un bombardement quelconque, ceux-là, on ne les a jamais vus, ni avant ni après, pour protester contre les crimes contre l'humanité en Syrie. Et ceux-là, ils savaient très bien, s'ils avaient lu 2 lignes en moins dans l'histoire, qu'il n'y a pas, une guerre n'est pas nécessaire pour faire plier le régime syrien. Il faut remonter à mars de 1998, quand la Syrie abritait les combattants du PKK turc et utilisait Abdallah Öcalan comme instrument de pression contre la Turquie. Il a suffi à la Turquie de masser quelques chars sur les frontières avec la Syrie pour que les Syriens envoient Razi Kanaan signer les accords de Adana en mars 1998. Dans ces accords, il n'y a pas seulement l'engagement à livrer Abdallah Öcalan d'une manière indirecte, même pas seulement à arrêter les combattants du PKK et les mettre en prison. Certains parmi eux, maintenant qui combattent à côté de Krassad, l'ont oublié. Mais aussi céder la région d'Alexandrette. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord de Adana 1998. Et la grande question, pourquoi la Turquie n'a pas encore publié cet accord, ça nous renvoie à d'autres circonstances, à d'autres raisons qu'on ne va pas développer beaucoup dans cette intervention. Alors, une démonstration de force a fait plier Hafez al-Assad, pas Bachar al-Assad. À savoir que Hafez al-Assad, il y avait d'autres éléments de force qu'il possédait plutôt que son fils. Il avait le soutien de l'Occident à cette époque. Il n'était pas du tout dérangé par l'Occident. Hafez al-Assad n'a jamais été dérangé par l'Occident. Il n'a jamais pu faire ce qu'il a fait au Liban sans le soutien et l'aval de l'Occident. Il n'a jamais pu faire ce qu'il a fait en Irak aussi avec les Américains, notamment après 90-91. Mais Assad père, il a plié. En 2005, quand il y avait une volonté internationale de pousser les forces syriennes à quitter le Liban, ils ont quitté le Liban en 1 mois. Parce qu'ils ont senti qu'il y avait du sérieux dans la position internationale. Alors, pour les pacifistes, les pavloviens de tout genre, ce n'est pas nécessaire d'engager une guerre pour plier à un tel régime. Parce que ce n'est pas un régime fort. C'est un régime qui a la force de nuisance. La force de nuisance qu'il a pu expérimenter en Jordanie, au Liban, en Irak, ici, rue Marbeuf, rue de Rosier, partout dans le monde. Il n'a jamais été inquiété pour ça. Et il va continuer à le faire. Les lignes rouges de M. Obama, on a commencé à faire des blagues sur les lignes rouges, lignes roses, lignes n'importe quoi. Mais apparemment, ce sont des lignes rouges internationales.
on voit très bien que M. Macron suit la même voie que M. Obama. On fait des comparaisons maintenant entre Obama et Macron sur la jeunesse, le courage, le libéralisme mesuré ou pas démesuré. Mais je pense qu'on pourra, dans le futur proche, faire cette comparaison entre les lignes rouges de M. Obama et les lignes rouges de M. Macron. Parce qu'ils sont identiques, ou presque. À tel point que malgré tous ces documents qu'on vient de voir, d'entendre, alors ces documents, ils ne sont pas du tout seulement réservés à nous. C'est les services français. Ce sont les services français. Et les premiers qui en sont avertis par ces documents, c'est les dirigeants, c'est l'Élysée. Même en connaissance de cause, il a eu le courage, le culot, bon, j'utilise de dire Assad, c'est pas notre ennemi, c'est l'ennemi de son peuple, notre ennemi c'est Daesh. Bien entendu, il a revu, il a corrigé le tir plus tard, il a parlé de crimes contre l'humanité, il a parlé de son ministre des Affaires étrangères, il a parlé même de tortionnaires en Syrie. Mais à quoi ça sert tous ces blablabla s'il n'y a pas une action politique, et je dis bien politique. Ne me considérez pas comme quelqu'un qui appelle à la guerre. Je dis bien politique parce que l'histoire nous a montré que ces régimes-là, ils comprennent tout à fait la pression politique. Et en août, ceux parmi vous, ils peuvent se rappeler de ça, en août ou septembre 2013, quand il était encore question de faire quoi que ce soit contre la Syrie, la majorité des dirigeants de Damas, des officiers les plus importants, ils ont commencé à envoyer leurs enfants et leurs familles et plier bagages à Dubaï, à Beyrouth et ailleurs. Certains parmi eux possèdent des nationalités américaines, canadiennes, voire françaises. Alors ils ont pu envoyer leurs enfants en Europe sans s'inquiéter de quoi que ce soit. L'impunité est devenue quelque chose, est devenue un symbole. Et le 2013 a donné lieu pas seulement à des massacres en Syrie en vrac, mais c'est 2013 qui a donné la force à Sisi de faire Rabat. Il n'y aurait pas Rabat s'il n'y avait pas cette impunité dont le régime syrien bénéficiait. Ça, là, tu peux rappeler ce que c'est Rabat peut-être Rabat, c'est après le coup d'État de général Sisi contre le gouvernement qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a été démocratiquement élu des frères musulmans. Il y a eu un rassemblement populaire sur une grande place en Égypte qui s'appelle Rabat. Et il y a eu une décision de mater ce rassemblement en tirant sur tout le monde. Et on parle de 700 morts, mais les vrais chiffres remontent à 1300, 1500. Sisi n'aurait pas pu faire Rabat s'il n'a pas compris que le seuil de tolérance est devenu très élevé. On parle de Syrie, à l'époque on parlait de 250 000 morts. Il s'est dit, 3-4 000 morts, ça représente quoi auprès de cette communauté internationale très soucieuse des vies humaines. Et tout récemment, il y a quelques jours à peine, on a entendu notre président de la République qui dit « j'ai pas de leçons à recevoir ni à donner ». Mais peut-être il a besoin de quelques leçons d'histoire. Pas de morale ni de géopolitique, mais d'histoire, pour voir comment les choses sont déroulées avec ses dirigeants. L'impunité n'est pas récente. L'impunité remonte avec... Et tu me dis si... L'impunité remonte dans l'histoire de l'Europe moderne, démocratique et libre, à la guerre d'Espagne. Franco, il a bénéficié de l'impunité totale jusqu'à 1975. Et on n'a pas reproché à l'époque aux républicains d'avoir fait appel à Staline pour les armées. Parce qu'ils ne trouvaient pas de l'aide du côté du monde libre. Bien sûr, Staline, il les a instrumentalisés, comme les pays du Golfe, ils ont instrumentalisé les rebelles. Staline les a fait faire la guerre les uns contre les autres, comme les autres pays qui manipulent la scène syrienne ont fait avec les rebelles. L'histoire se répète. Mais le fait qu'on a
tourner la page de l'Espagne franquiste avec une impunité totale qui existe jusqu'à nos jours. C'est interdit maintenant en Espagne de révéler quelconque massacre qui a eu lieu durant la guerre civile. C'est la loi qui a été votée par le PP, le Parti populaire, qui est l'héritier du franquisme, avec quelques modifications. Il y a des charniers qui se trouvent maintenant en Espagne. On désigne des autoroutes dans le sud, où ils ont été construits sur des charniers. Alors si c'est en Europe, et ça a été décrit en détail par des gens qui sont encore vivants, on ne fait rien, vous pensez qu'on allait faire quelque chose pour la Syrie? Moi je doute fort. Si quelque chose va se faire pour la Syrie, ce n'est pas du tout basé sur quelconque valeur ou quelconque principe de liberté, démocratie, valeur des droits humains, etc., etc. Ça va se faire pour des raisons géopolitiques. Point. C'est fini. Je conclue. Bon, c'était la fin, c'était annoncé. Merci. Merci. Alors, à propos de ce qui s'est passé la semaine dernière au Conseil de sécurité, il y a un communiqué qui a été publié par le collectif pour une Syrie libre et démocratique, paru le 28 octobre 2017, sur le gazage de la population syrienne. Jusqu'à quand l'impunité pour Bachar al-Assad, que les grandes puissances en finissent avec leur allégeance de fait à la Russie et à l'Iran. Ce sont des organisations qui dénoncent justement l'impunité du régime syrien et qui demandent aussi de mettre réellement en application quand le président de la République, M. Macron, a dit qu'il y a une ligne rouge et que pour lui, l'usage des armes chimiques est une ligne rouge. Or, il a maintenant tous les éléments qui prouvent que le régime de Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques à Khan Sheikhoun et après Khan Sheikhoun. Et cela est confirmé par ses propres services, par les services de l'État français, en plus de tout le travail qui a été mené par les commissions d'enquête de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Bon, la parole est à vous. Si vous voulez poser des questions à M. Bachmann sur son enquête ou à Salam Makawaki, ce que vient de dire, ou faire de courtes interventions à ce propos. Je vais prendre 2-3 questions. S'il vous plaît, des questions courtes et des interventions courtes. Oui. Oui, attendez un peu. On n'a pas le micro. Il arrive. Hein? Oui. Oui, alors. Oui, la question c'était pour M. Bachmann. C'est très étonnant quand même que ce responsable du centre de recherche, qui était le patron de la fabrication donc, des armes de si on m'entend, j'ai pas besoin de micro. Donc il est très étonnant qu'il ait réussi à sortir, c'est ça que je comment est-ce qu'il a réussi à sortir, puisque bon, il devait être surveillé nuit et jour, et qu'il représente effectivement une grande menace pour le régime. Je ne mets pas en doute le fait que bon, il soit arrivé, mais je veux dire, il vous en a parlé de... Un peu, mais d'abord, je ne suis pas autorisé à révéler ce qu'il m'a raconté dans ce domaine. Hein. Bien sûr. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand il est sorti grâce à l'aide de gens de l'opposition qui l'ont accompagné pratiquement jusqu'à la frontière. Et à la frontière libanaise, il a franchi la frontière tout seul avec sa famille. Auparavant, il avait fait partir tous les éléments de sa famille qui pouvaient être retenus en otage s'il s'en allait.
Et il est parti grâce à l'aide de gens de l'opposition avec qui il avait des liens et qui lui ont dit que ça serait mieux qu'il soit à l'extérieur et qu'il serait plus utile aussi comme témoin à l'extérieur. Et là, actuellement, je peux vous dire une chose qui n'est pas publique, mais qui restera dans ce domaine-là, entre nous. C'est que moi, j'ai été entendu il y a 2 mois par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, qui est un office du ministère de la Justice, qui est animé par des gendarmes, qui enquête sur la possibilité d'ouvrir une procédure pour crimes de guerre contre les dirigeants syriens. Et donc j'ai été entendu comme témoin, parce que j'avais des documents, j'avais des interviews de gens que j'avais faites. J'ai communiqué une bonne partie de mes pièces, sauf les sources permettant d'identifier les gens, aux enquêteurs. J'ai demandé à une partie de ceux que j'avais rencontrés s'ils étaient prêts à témoigner devant les gendarmes en question. La plupart m'ont dit oui, à condition que nous soyons sûrs que le gouvernement nous protège d'une part, et d'autre part, que cette procédure ira jusqu'au bout. S'il s'agit simplement de venir pour nous donner des témoignages qui seront empilés dans une pièce et dont on ne fera plus rien du tout, on n'a pas envie de courir des risques pour ça. Donc le garçon avec qui je suis en contact, là, disons celui auquel vous faites allusion, actuellement il est en train de travailler à une espèce de cours par vidéo permettant aux gens de savoir comment on peut se protéger des gaz. Alors il se rend service en travaillant ici à ça, et en faisant aussi d'autres choses sur lesquelles je ne peux rien dire. C'est Oui. Oui, Sinon, je peux oui, parler oui. français. Avant, Merci pour... Vous m'entendez, c'est bon? J'avais une double question pour Monsieur Bachmann sur la question du droit pénal international, justement, et de la responsabilité des acteurs aussi à l'extérieur de la Syrie, et notamment les entreprises, les industries de la chimie et les universités qui, avec plus ou moins d'hypocrisie, c'est fini. oui, Oui, ça marche, pardon. Qui, avec plus ou moins d'hypocrisie, ont formé ou fourni ces scientifiques syriens qui venaient puiser des connaissances. Et je me demandais, d'une part, s'il y a moyen de tracer notamment les entreprises allemandes qui ont vendu du matériel. Je connais même leur nom. Et s'il y a moyen d'engager des poursuites contre elles, parce qu'il y a aussi ce biais-là dans la lutte contre l'impunité, et s'il y aurait des démarches juridiques qui pourraient être entreprises dans ce domaine-là. Et d'autre part, parce que les États tortionnaires et les États terroristes généralement s'inscrivent dans des longues généalogies, si la Syrie, en fabriquant son propre gaz et en développant ses propres méthodes, a à son tour formé des personnes d'autres pays, et s'il n'y a pas eu quelque part une transmission. Si vous avez eu des éléments là-dessus aussi. Là-dessus, j'en ai pas eu. Sur la première partie de votre question, oui, on connaît les noms des entreprises la plupart des entreprises qui ont fourni ce qu'on appelle des précurseurs. En connaissance de cause. Et qui ont, alors pour certaines d'entre elles, c'était évidemment en connaissance de cause. Quand vous allez dans la société Schott, par exemple, qui est une société allemande très célèbre, si vous avez des fours à micro-ondes ou des plaques vitrocéramiques chez vous, il y a de fortes chances qu'elles soient fabriquées par Schott. C'est la même société qui existe toujours, qui est spécialisée dans tout ce qui est la céramique industrielle ou céramique, disons, de cuisine. Et ces céramiques sont indispensables parce que les produits utilisés pour la fabrication du sarin sont très très agressifs. Donc on ne peut pas les mettre même dans du verre normal, le verre serait attaqué. On doit le mettre dans des trucs avec de céramique recouverte d'une sorte de téflon. Et il n'y a que Schott en Europe qui maîtrise parfaitement bien cette technologie. Donc Schott est désigné par tout le monde, par tous les spécialistes de cette histoire et par les témoins comme l'une des sociétés. Il y a aussi des entreprises chimiques allemandes dont les noms ont été listés. Et il y a un problème qui se pose, c'est que il faudrait, pour pouvoir poursuivre les sociétés en question, soit qu'il y ait une poursuite internationale entreprise par une cour pénale internationale qui saisirait des magistrats dans tel ou tel pays contre des gens ou pour des causes, soit qu'il y ait, comme il y a ici chez nous, un office central de lutte contre les crimes de guerre qui s'auto-saisit. Il y a des magistrats qui se sont auto-saisis et qui ont décidé, qui ont demandé à des exécuteurs, c'est-à-dire au lieu que ce soit des policiers, là ce sont des gendarmes,
d'entreprendre des premières investigations pour savoir jusqu'où on peut aller pour désigner des coupables. Parce qu'on ne peut pas instruire comme ça dans le vide, il faut instruire contre quelqu'un. Et évidemment, bon, on instruit contre Bachar el-Assad, mais on pourrait instruire aussi contre un tas d'autres gens au-dessous, à des niveaux, disons, relativement moyens, voire élevés, moyens et assez bas, qui sont directement responsables de l'utilisation des gaz. Ce qui est clair, c'est que moi, c'est ma conviction personnelle, ça c'est pas assis sur des informations spéciales. Moi, je pense que le gouvernement français, d'ailleurs c'est une des conclusions que j'ai tirées de mes entretiens avec les gendarmes, n'est pas très allant dans cette affaire. Parce que là, j'ai déjà un document qui s'appelle l'évaluation nationale. C'est un document qui a été émis par le Quai d'Orsay au mois d'avril. C'est le document qui a servi aux Français, qui est alimenté par les informations recueillies par les services secrets. C'est le document qui a permis aux Français de déclarer, quelques jours après Khan Cheikhoun, voilà, c'est bien les Syriens qui ont, avec du sarin syrien, qui ont commis ce crime. Ce document, il n'est pas énorme, il fait combien ? Il fait 6 pages. Il n'est pas public. Il devrait être public parce que c'est un document absolument irréfutable. Et en partie, avec un document comme ça, l'administration pourrait ouvrir déjà une investigation sur les dirigeants syriens. Elle ne l'a pas fait. Donc moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par mon voisin. Il n'y a pas une volonté, je dirais même une volonté de ne rien faire. J'allais dire, il n'y a pas une volonté de faire quelque chose, c'est pire que ça. Une volonté de ne pas faire. Simplement, je pense que si 1 ou 2 ou 3 de ces témoins que j'ai eus sous les yeux et sous les oreilles acceptaient d'aller voir les enquêteurs de l'Office central parce qu'ils se rendaient compte que les enquêteurs de l'Office central sont mandatés pour entreprendre une vraie action, ils ne donneraient pas à quelques sous-fifres. Ça changerait beaucoup de choses. Simplement, il faudrait aussi, pour que ça se passe, que le gouvernement français prenne publiquement position sur cette affaire et décide que l'utilisation des armes chimiques est interdite. Je rappelle d'ailleurs que la Syrie, qui n'était pas adhérente de la Convention contre les armes chimiques en 2013, elle a été contrainte d'adhérer en 2014, ce qui n'a pas empêché de s'en servir après. Donc là, il y a un crime de guerre. Hein. C'est un crime de guerre caractérisé, contre lequel je n'ai pas souvenir qu'on ait ouvert une instruction dans une cour pénale internationale. J'ai appris quelque part, ou ça Non, va non, comme ça. c'est bon, c'est bon. Et justement, à ce propos, n'est-ce pas, parce que les Russes, c'est eux qui ont inventé cette solution pour le régime syrien en 2013, parce qu'on s'attendait à ce que les Américains et les Français frappent le régime Assad en disant, si vous voulez, il va vous livrer ses armes chimiques. Et comme ça, ils ont passé un accord. Et je crois savoir qu'ils se sont portés garants. Assad déclarait tout ce qu'ils avaient comme armes chimiques, tout le stock. Comme la convention stipule, pour 1 mois après l'adhésion, il faut déclarer ce que vous avez, tout, etc. Et n'est-ce pas, c'est à cause de ça, disons, les Russes s'acharnent pour défendre le régime Assad pour leur dernier usage à Khan Cheikhoun. Je crois que c'est parce que leur responsabilité est engagée au moins en tant que garant de ce marché qui a évité à Assad l'attaque de 2013. Et alors qu'ils ont voté la création de la commission mixte Nations Unies, Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, maintenant, ils dénigrent le résultat à laquelle cette même commission est arrivée. Et vote contre la poursuite. Oui, et ils disent que le rapport, je ne sais pas, est basé sur les témoignages des gens stipendiés, etc., etc. Et tout ça, ça nous ramène au fait que pour l'Occident, en 2013, c'était pas pour défendre le régime syrien qu'Obama a parlé de la ligne rouge. C'est parce que Israël, par exemple, savait que les deux Assad avaient les armes chimiques. Mais il voulait que ces armes chimiques restent dans les mains sûres. Et dans le contexte de la révolution,
il redoutait que ces armes peuvent passer dans des armes qui ne sont pas sûres. Et des moments où les Russes disent aux Américains, il va vous livrer son arsenal, les Américains se sont contentés de ça. Ok, merci. Est-ce que je peux ajouter 2 mots sur le centre scientifique, puisque j'en étais membre. À l'origine, il est vraiment un centre, en mon sens. Il avait à l'origine le docteur. Quelle année Moi, je suis venu en boursier pour faire un doctorat en mathématiques en 1976. Ce que j'ai eu en 1980, mais je ne suis pas revenu. Après, il y a eu le massacre de Hama, on a organisé des manifs. Je savais que mon nom était sur la liste des gens recherchés. Mais disons, Abdullah Watak Shahid, qui était le directeur, et moi, mon directeur de recherche en mathématiques, Salah Al-Ahmad, il est décédé. C'est le neveu du grand poète, Dawi Al-Jabal. Ils sont des gens intègres. Ils croyaient au fait qu'ils servaient, comme vous dites, leur pays pour faire des développements scientifiques. Mais après, j'ai appris que les docteurs ont été changés, etc., etc. Et il y a d'autres gens dans mon cas ou dans le cas de ces gens avec qui vous avez discuté. Merci. Là-bas. Je vous demande, monsieur, si vous avez publié les résultats de votre enquête. Oui, le résultat de mon enquête est publié dans 2 très longs articles. Le premier est de 2 juin dans Mediapart. Vous pouvez le retrouver sur le site de Mediapart si vous êtes abonné. Oui. Je voudrais poser une question à René Bachmann. René, est-ce que parmi les gens que tu as interviewés, certains ont pu te décrire quel était le processus de décision qui était utilisé pour l'utilisation des armes chimiques? En d'autres termes, on suppose que ça remonte au sommet, mais y a-t-il des intermédiaires? Comment est-ce que ça se décide, cette utilisation des armes chimiques? Ils m'ont pas, merci pour la question, ils m'ont pas répondu exactement là-dessus parce que leur domaine ne touche pas directement à la prise de décision sur l'utilisation. Leur domaine touche à la prise de décision sur la fabrication et la mise à la disposition des militaires. Ce sont des civils, la plupart des gens avec qui j'ai parlé. Et ceux qui l'utilisent, ce sont des militaires, le 9/10 du temps. Simplement, ils savent évidemment, parce qu'ils savent comment le système fonctionne, que l'intégralité du système des armes chimiques, notamment, de d'autres domaines militaires, mais particulièrement des armes chimiques, sous le contrôle direct des mukhabarat rattachés au président. À l'origine, il y a eu une partie des mukhabarat, qui sont des mukhabarat de l'aviation, qui étaient chargés des armes chimiques. Et on s'est aperçu à un certain moment qu'il y avait des histoires de corruption et qui pouvaient laisser la place à des infiltrations de services secrets étrangers. Donc on a retiré les mukhabarat de l'aviation de cette affaire, on a transféré la responsabilité du contrôle des armes chimiques à une branche des mukhabarat qui est directement en rapport avec le chef de l'État. Et donc, moi, c'est la seule chose que je sache, et qu'apparemment dont ils m'ont parlé, parce que, comme je viens de le dire, ils n'ont pas de contact direct avec les gens qui utilisent les armes. Youssef. Oui, bon. D'abord, là-bas, ensuite, Youssef. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre travail. J'ai des souvenirs de 2 reportages très intéressants qui ont été publiés sur l'utilisation des reportages journalistiques sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie, déjà avant l'utilisation de Rota. D'abord, un reportage qui a été publié à Paris Match sur l'utilisation des armes chimiques en 2012, fin 2012, pendant la période de Noël de 2012 à Homs. Et puis l'autre qui a été publié aussi dans Le Monde sur l'utilisation dans le banlieue de Damas, à Joba et à Zamalka, qui a été publié aussi en mars ou avril, avril 2013. 2013. Et puis, est-ce que ces investigations font partie des investigations des services secrets français sur l'utilisation réelle des armes chimiques en Syrie? Et puis un reportage récent en mars 2017 qui est publié dans Le Monde sur un piège qui a été tendu par les services secrets israéliens et français d'un ingénieur qui travaille dans le centre de recherche syrien pour avoir
des informations, et ça a duré des années pour avoir la totalité des informations sur la fabrication et l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Est-ce que vous avez eu connaissance aussi de ce... Je pense que l'opération s'appelait Ratafia, ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup. J'ai lu en effet les articles dont vous parlez, mais je n'ai pas connaissance de lien entre ces histoires et l'enquête que j'ai faite. L'enquête que j'ai faite portait sur un groupe de gens très particuliers. Ce sont les gens qui se sont enfuis à partir de 2012-2013, à partir de 2013, qui se sont retrouvés en France et en Europe, et qui se voient, qui se parlent, et qui ont décidé que maintenant le moment était venu de dire ce qu'ils savaient, quelles qu'en soient les conséquences possibles. Parce que bon, il ne faut pas se cacher que ces gens-là sont encore exposés à des risques que vous devinez. C'est pour ça que je préfère ne pas être trop spécifique quand il s'agit d'eux. Bonjour. Vu que la guerre en Syrie elle a duré depuis 2011 jusqu'à 2017, sur plusieurs fronts en Syrie, la question à poser, pourquoi Khan-Cheikhoun? Qu'est-ce qui a amené le régime syrien à utiliser le gaz chimique à Khan-Cheikhoun? Est-ce que c'est un front aussi important que les autres? Quelle importance que donne le régime syrien à Khan-Cheikhoun pour qu'il utilise l'arme chimique dans cette petite commune? Oui, si la diplomatie et le gouvernement français s'apprêtent à ne rien faire de ces documents, de ces témoignages, cette enquête, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de saisir d'autres diplomaties d'Europe du Nord, le Canada, qui pourraient agir avec ça? Oui, oui, j'avais deux questions pour Salam, mais la première est tombée puisqu'elle vient d'être posée. C'était sur les motivations de Khan-Cheikhoun du côté du pouvoir syrien. La deuxième, c'est d'abord si Salam peut nous mettre au parfum de l'état des armes chimiques en Israël et si les utilisations successives en Syrie ont incité les Israéliens à développer des armes chimiques. Oui, merci. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposition, pour votre intervention, qui montre que notre imagination est toujours en deçà quand il s'agit d'évaluer le degré de barbarie du régime syrien et de son état de déshumanité. Je reviens en deux mots à l'enquête du Monde, publiée vers avril 2013, je crois, qui a conduit le ministre des Affaires étrangères française à l'époque, M. Laurent Fabius, à conclure à la responsabilité flagrante, avec preuve à l'appui, donc, de la responsabilité du régime syrien dans les attaques chimiques, qui portait effectivement sur Jobar, les faubourgs de Damas et d'autres fronts à l'époque. Et c'était basé sur des échantillons ramenés par des journalistes et analysés dans les laboratoires chimiques français. Mais je pense que de toute façon tout ça, ça ne sert strictement à rien. Le blocage n'est pas juridique, n'a pas pour origine les preuves, si vous voulez. Personne n'a de doute sur la responsabilité du régime syrien dans l'utilisation des armes chimiques. Mais le problème est ailleurs. Ça a été évoqué, je ne reviendrai pas trop là-dessus. Sauf pour dire que avant l'adhésion du régime syrien en 2014, suite à l'attaque sur la route à Est, donc suite à l'adhésion du régime syrien, de la Syrie, on va dire, officielle encore, à l'organisation de l'interdiction sur des armes chimiques, l'entrave, le prétexte qu'on nous fournissait, les vétos russes, si vous voulez, qui bloquaient toute initiative au Conseil de sécurité pour saisir le tribunal pénal international et pour responsabiliser Bachar al-Assad et son régime de crimes contre l'humanité. Donc c'était entravé par le veto russe. Mais du moment où la Syrie adhère à
comment dire, à l'organisation des interdictions, etc., il y a, me semble-t-il, et c'est là ma question, est-ce que vous avez des informations là-dessus, il y a d'autres mécanismes qui permettent la saisine de la Cour pénale internationale, sans passer par le Conseil de sécurité, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a d'autres moyens ou pas? La Cour pénale ne peut être saisie que par le Conseil. Que par le Conseil de sécurité? C'est l'éternel problème. Même quand l'État ou les responsables sont les États peuvent entreprendre adhérents. des démarches eux-mêmes, c'est ce que font d'ailleurs les juges français qui travaillent avec l'Office central de répression des crimes contre l'humanité et des génocides. Mais ça n'a rien à voir avec la Cour pénale internationale. La Cour pénale ne peut être saisie que par le Conseil. Ou les États eux-mêmes, alors, qui sont signataires? Si l'État était membre, si la Syrie était membre du tribunal oui. et de la Cour. Oui. Si vous êtes membre de la Cour, il n'y a que le Conseil de sécurité. D'accord, merci. Michel. Merci. Concernant l'enquête de la gendarmerie, à revivre, on a été contacté, on nous a dit essayez d'avoir des témoignages de réfugiés qui sont là, etc. Alors donc, bien sûr, on voit des dizaines et des dizaines, dont certains, effectivement, qui ont subi, des femmes et des hommes qui ont subi des choses graves, mais j'avoue que c'est excessivement difficile pour qu'ils fassent la démarche d'aller donc voir cette cellule de gendarmes. Ici, je sais que vous êtes nombreux, peut-être vous en connaissez, vraiment, il faut les encourager à y aller, il y a bien un certain nombre de protections qui sont prévues. Oui, mais on peut même témoigner anonymement. On peut témoigner anonymement, mais je crois que c'est quand même très très important qu'il y ait ces témoignages, parce que plus le temps passe, plus, bien sûr, les choses sont difficiles. C'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, quand même, quand on voit ce qui s'est passé, ce problème des armes chimiques et ce problème de l'impunité, c'est excessivement grave de voir qu'aujourd'hui on est en train de complètement, je dirais, de jeter à la poubelle notre droit international, c'est-à-dire le Conseil de sécurité et l'ONU, c'est-à-dire ça ne fonctionne plus. Parce qu'il faut quand même savoir que suite au rapport qui vient d'être fait il y a 2-3 jours, quand il y avait eu la résolution concernant les armes chimiques, il y a une résolution qui avait été signée là par les Russes et tout le monde, elle était passée en résolution du Conseil de sécurité, je ne me rappelle plus du numéro, et elle était sous chapitre 7. Ce qui veut dire, quand elle est sous chapitre 7, que logiquement, puisque ça n'a pas été tenu, il peut y avoir une intervention. Je ne parle pas, effectivement, peut-être d'une intervention armée, mais il y a les armes, là, aujourd'hui, on a, je veux dire, la communauté internationale a les armes juridiques aujourd'hui, vraiment complètement les armes juridiques, pour faire une action très forte vis-à-vis du régime syrien. Je dirais qu'il y a d'autant plus les armes juridiques, pour poursuivre ce que disait notre interlocuteur tout à l'heure, la Russie était garante, mais je vous rappelle que les États-Unis sont également garants. Il s'agit d'un accord russo-américain. Les deux s'étaient engagés simultanément à faire sortir la majeure partie des armes chimiques de Syrie, les transporter sur des bateaux, les traiter sur des bateaux et immerger le reste, une fois que ça n'était plus actif du point de vue chimique, en mer. Les Américains ont été partie prenante de cette manœuvre. Ils sont exactement aussi garants que les Russes dans cette affaire. Les Américains, s'ils s'étaient rendus compte, par exemple, ou s'ils avaient accepté de bien vouloir se rendre compte que ce qu'ils ont récupéré n'est pas la totalité des armes chimiques que les Russes, que les Syriens avaient, ils auraient parfaitement pu saisir le Conseil de sécurité en disant « Nous avons fait notre part du travail, nous sommes garants, mais comme garants, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout puisque tout ne nous a pas été donné. » Ils ne l'ont pas fait. Une dernière question. Vous parliez toujours d'un seul jeune homme ou personne qui vient de ce centre d'études. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres témoins, d'autres recueils d'informations, d'autres sources? Il y a d'autres sources, oui. Il y a d'autres personnes. Mais je parle de celui-là parce que c'est celui qui était dans le grade le plus élevé. C'est celui qui en savait d'une certaine façon le plus, qui avait accès au plus grand niveau de responsabilité. D'accord. La deuxième question par rapport à ce comité de gendarmes, est-ce qu'un témoin devait passer par le service secret ou il peut passer directement par ce comité de... Ah ben non, c'est deux choses différentes. Les services secrets font leur travail de service secret, c'est-à-dire quand quelqu'un l'aurait mis entre les mains parce qu'il a voulu sortir de son pays, par exemple. Et vous doutez bien que quand on sort de Syrie pour aller au Liban et qu'on veut aller ailleurs, et qu'on se présente dans une ambassade, dans l'ambassade, c'est pas la femme de ménage de l'ambassadeur qui vous reçoit, hein. C'est des gens de la DGSE. Donc ces gens-là viennent vous interviewer et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils vident votre disque dur
pour savoir d'abord qui vous êtes, et pour être sûr que vous êtes bien la personne que vous dites, pour être sûr aussi que vous n'êtes pas en train de les désinformer en instillant des informations fausses. Donc c'est une première chose. Mais ce qui est, je trouve, enfin à mes yeux, choquant, c'est que par exemple l'essentiel de ce que les garçons qui ont été interrogés par la DGSE ont dit, qui représente des volumes de textes, c'était énorme. Vous vous rendez compte des ingénieurs, des scientifiques qui ont été interrogés pendant des jours et des jours, à qui on a fait raconter tout ce qu'ils savaient sur le fonctionnement du CERS, sur les procédés de fabrication des armes chimiques. Ce matériel n'a pas été transmis par la DGSE aux gendarmes. Quand j'ai été voir les gendarmes, j'ai fait mon témoignage, et puis je leur ai demandé en plus 2 ou 3 détails qui m'intéressaient techniquement. J'ai dit par exemple, est-ce que vous disposez de tout ce que les intéressés ont pu dire à la DGSE? Est-ce que la DGSE vous a transmis le dossier? Non, la DGSE ne transmet rien. Alors la raison pour laquelle elle ne transmet rien officiellement, c'est que parmi les informations qu'elle détient, c'est peut-être pas complètement faux non plus. Il y a des informations qui ne peuvent être détenues que par certaines personnes très facilement identifiables par les services secrets syriens. Ils ne veulent donc pas mouiller leurs sources ou mettre en péril de leurs proches. Ça, je veux bien l'entendre. Ils pourraient faire un tri là-dedans et utiliser ce qui n'est pas risqué pour le communiquer aux gendarmes, mais par définition, rien n'est communiqué aux gendarmes. Autrement dit, ils sont obligés de refaire tout le boulot. Mais comme ils n'ont pas les mêmes moyens que la DGSE, par exemple, ils ne savent pas, la personne que j'ai vue, moi, les gendarmes ne connaissent même pas son nom. Ils ne savent pas que cette personne est à Paris, ils ne savent pas que les autres sont dans tel et tel pays voisin ou en France, ils ne savent rien. Donc c'est moi qui leur ai appris des choses de certaine façon. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ça, c'est inhérent au système politique et au système juridico-administratif français. Les informations ne passent pas beaucoup entre la DGSE, la gendarmerie, la justice, etc. Ça ne communique pas tellement, pour des raisons qui sont parfois justifiées, parfois pour des raisons qui ne le sont pas. Un point sur lequel je voudrais répondre à monsieur juste en face de moi, tout à l'heure, quand il a parlé des Israéliens, des armes chimiques. Les Israéliens fabriquent des armes chimiques depuis longtemps. Ils ont un centre pour ça qui est installé dans une petite ville au nord de Tel Aviv qui s'appelle Nes Ziona. C'est assez connu des gens qui s'intéressent à l'activité militaire en Israël. C'est un centre où il y a quelques centaines, peut-être même un peu plus, de chercheurs et de scientifiques qui travaillent. Et je dirais qu'ils travaillent moitié-moitié. Moitié sur la fabrication des armes chimiques et bactériologiques, moitié sur les antidotes. Les Israéliens travaillent beaucoup sur les antidotes. Ils ont la chance de toute façon d'avoir une petite population. Ils sont convaincus qu'ils pourraient, en cas d'attaque spécifique, vacciner, préparer ou distribuer des antidotes à toute l'intégralité de la population. Donc ils sont très vigilants là-dessus. Et ce centre fabrique des antidotes pour toute une série de choses dont on n'a même pas vu l'usage, mais dont on sait que ça existe dans les pays voisins. Merci. Oui, M. Bond, je laisse la parole à Salam, qui veut répondre à quelques questions, à certaines interventions. Justement, je crois que les garanties données par les Américains et les Russes ont été données à Israël plutôt qu'à l'organisation internationale. Et c'était ce qui demandait le plus. Tant qu'on donne des garanties à Israël, et les Russes l'ont répété à maintes reprises, chaque fois que les Israéliens bombardent des positions de Hezbollah en Syrie, ils avertissent les Russes avant d'envoyer leurs avions de chasse. C'est dans le processus de prise de décision israélien d'informer leurs amis et amis alliés de Assad, en même temps les Russes. Je ne veux pas être l'avocat du diable, mais il faut savoir que les Russes étaient dès le début très clairs sur leur politique. Ils étaient très francs, entre mille guillemets, dans leur discours adressé aux Syriens, que ce soit de l'opposition ou que ce soit du régime. En face, les diplomaties occidentales nous ont menti. C'est pas les guignols là, mais on a été pris pour des guignols. Peut-être pas moi parce que je ne les ai jamais crus, mais beaucoup de nos dirigeants de l'opposition les ont crus. Et nous disaient, vous allez voir, dans 2 semaines, ça va être... les amis du peuple syrien. Les amis du peuple syrien en général, et notamment les Occidentaux. Alors, pourquoi Khan Sheikhoun, ça a été posé en question? Vous savez, en lisant un peu l'histoire du régime syrien depuis 1970 au moins, il n'y a pas de logique dans ces démarches.
cette manque de logique, c'est sa logique à lui. Et de plus, notre ami Abdel Nasser, il est là. Khan Cheikhoun, peut-être c'était une erreur de cible. Parce que juste à côté de Khan Cheikhoun, tu me corrigeras si je dis des conneries, à côté de Khan Cheikhoun, il y avait une position importante des rebelles. Alors, peut-être ça peut être expliqué par cela. Mais rien n'est logique dans les démarches du régime syrien. Ça peut être aussi un exemple à donner à la population civile. Terreur. Mais franchement, il n'y a pas de logique. Pour les autres diplomaties, si on n'a pas trouvé d'écho auprès des diplomates français, vous savez, les derniers qui nous restent, c'est les diplomates français, en tout cas au niveau européen, comme ceux qui nous disent encore, qui nous montrent encore, qui sont avec nous. Vous allez en Allemagne, maintenant on parle de reconstruction. Vous allez en Italie, on a déjà engagé le processus de reconstruction. L'Espagne envoie des émissaires en Syrie. Il y a plus le peuple syrien, il n'a plus d'amis réellement. Et lui-même, il n'est plus ami de lui-même, presque, j'allais dire. Alors, c'est le dernier espoir dans la diplomatie française, pour certains. Encore une fois, pas pour moi, mais pour certains, c'est le dernier espoir. Bon. Au milieu, là, une main se lève. Bonsoir, merci pour les informations. Mais j'aimerais savoir, dans ce bal des hypocrites, que fait l'ONU et pourquoi les gouvernements qui sont supposés être proches de la Syrie ne portent pas la question de la Syrie à l'ONU en parlant non pas de reconstruction, mais peut-être aussi du devenir de la famille Assad en Syrie. Merci. Que fait l'ONU? Vous savez, l'ONU, ça n'existe pas. L'ONU n'est que la résultante des forces qui le composent, c'est tout. Si vous voulez aller par là, que fait l'ONU à propos d'Israël? On vient d'apprendre cette semaine, hier, que devait être voté aujourd'hui, ça a été retardé, que devait être votée une résolution du gouvernement israélien décidant la création d'une loi qui aurait dû être transmise à la Knesset dans quelques semaines, proposant l'annexion à Jérusalem d'une trentaine de colonies de pourtour de Jérusalem. Ça a été arrêté au dernier moment par Netanyahou parce qu'il y a eu la trouille que les Américains lui fassent la gueule. Mais c'est une décision qui va à l'encontre au moins d'une vingtaine de résolutions des Nations Unies, des conventions de Genève et de tous les accords qui ont été signés entre les Israéliens et les Palestiniens. Est-ce que vous avez vu l'ONU bouger pour ça? Non, l'ONU, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai, l'ONU, ça n'existe pas, ça n'est que la résultante des forces qui la composent à des moments donnés. Et ça change à des moments donnés. Et juste pour conclure là-dessus, les Bosniaques de Srebrenica, ils ont écrit sur le mur de leur pays UN égale United Nothing. Bon. Encore. Bon, vas-y. Et puis on arrête. Oui. Je voudrais me demander à M. Kawakiri, il a évoqué avec beaucoup de pertinence la guerre en Espagne, la guerre civile en Espagne, et le fait qu'effectivement aujourd'hui on oublie les crimes fascistes est devenu patent, mais il y a une autre guerre qui a été particulièrement destructrice, violente et cynique, c'est la guerre en Tchétchénie, qui est très proche de la guerre en Syrie. Et en Tchétchénie, c'est passé une guerre atroce, que Vatchagayev, qui était plénipotentiaire, Astradov d'ailleurs, aujourd'hui historien, qualifie de troisième pic génocidaire. Et donc une guerre où la capitale a été rasée à 98%, une guerre où les camps d'infiltration évoquent de façon effrayante d'ailleurs les prisons de Bachar el-Assad. Et donc ce que moi en tant que ne serait-ce que syndicaliste, je suis saisi d'effroi de voir que, bien qu'il y ait eu l'héritage de la guerre d'Espagne, eh bien cette guerre de Tchétchénie
a pu se dérouler sans que personne ne bouge. Un silence abyssal, d'une horreur, un trou noir, un véritable trou noir. Et maintenant, le même climat de terreur s'abat sur le peuple syrien, de façon décuplée du fait même des puissances qui s'activent autour de ce peuple syrien, et que ce même silence perdure. Et là, moi, vous n'êtes pas... Alors, je voudrais savoir comment dirais-je, quel est votre sentiment par rapport à ce silence, y compris des États. Bon, les États, moi, j'en attends pas grand-chose, je n'entends quasiment rien, mais j'en attendais, du moins, j'attendais que mes organisations syndicales, les organisations ouvrières, se dressent contre cette horreur-là, autrement plus rien n'a de sens, eh bien, elles ne se sont pas dressées. Et je voudrais savoir quel est votre sentiment par rapport à ça. Ça justifie une soirée. Tu sais, est-ce qu'il y a encore de la solidarité internationale? Est-ce qu'il y a... Non, mais c'est vrai, est-ce qu'il y a de la solidarité internationale vis-à-vis de n'importe quel peuple? On dirait que les gens se replient sur... Enfin, on est en pleine mondialisation, mais on est aussi en plein de repli sur chaque pays. Et on le constate à tous les niveaux. On constate ça, sans parler de l'incapacité de mobilisation, même pour des questions internes, malheureusement. Donc, bon. Oui, une dernière question. Voilà, c'est une bonne dernière, je crois. Dire que l'arme chimique est une ligne rouge est en soi immoral. Parce que ça signifie qu'on peut tuer ces populations avec toutes les autres armes. Oui, ça c'est très bien. El Khatar. Bon, merci de votre présence, nombreux ce soir. Bravo. Merci beaucoup. Merci Salah. Nous allons, une seconde, avant la dispersion, nous allons nous voir aussi fin novembre pour une nouvelle rencontre, le dernier dimanche de novembre, pour une nouvelle rencontre de Solia Holia ici même. Et je vous rappelle que, comme chaque année, Solia Holia prépare un marché de Noël qui va avoir lieu le 9 et le 10 décembre. Donc, et que, comme d'habitude, cela est consacré, enfin, l'argent